Je vais monter un rocher en haut d'une montagne pendant 30 jours. J'ai sous-estimé le projet, je pense. Envoie-moi plus de pluie. Tout en moi criait arrête. Arrête, ça sert à rien. Donc je sais pas si je vais pouvoir continuer. Le mythe de Sisyphe. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelques raisons qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Comment se confronter au mythe de Sisyphe ? C'est la question que je me suis posée et j'ai trouvé un moyen de reproduire les conditions. Je vais monter un rocher en haut d'une montagne pendant 30 jours. Notre adversaire sera le pic Saint-Loup, une montagne située dans l'Hérault qui cumule environ 500 mètres de dénivelé positif. Pour arriver au sommet, il faut compter 1h20 de marche. La montée se divise en 3 parties. Le premier tiers est un chemin pentu, rempli de rochers pointus. Difficile de parler sur cette partie, il faut se concentrer sur ses pas. Si je tombe, je rejoins Sisyphe. Le second tiers est plus gentil. Le chemin est clair, le dénivelé léger, c'est la partie la plus agréable du trajet. Quant au dernier tiers, c'est l'enfer de Sisyphe. Il faut grimper par-dessus des rochers, utiliser ses mains et économiser son souffle. Il est temps de parler des règles de la montée. La première règle concerne la taille du rocher. Il ne doit pas être attrapable avec une seule main. Ça, c'est non. Là, on discute. La deuxième règle concerne la montée. Interdiction de porter des écouteurs, qui pourraient nous faire sortir de la tâche. Je ne pense pas que Sisyphe ait de compte Spotify. La troisième règle, c'est interdiction de manger. Une nouvelle fois, pas sûr que Sisyphe ait de collation. Ceci dit, j'ai le droit de boire. Sisyphe est déjà mort, donc lui n'en a pas besoin, mais si je ne bois pas, je le rejoins à mi-parcours. Les difficultés qui m'attendent. Premièrement, j'ai un travail. Ça aurait été plus simple si j'étais chômeur, mais du coup, la montée va devoir s'effectuer en dehors de mes horaires de travail. Soit tôt le matin, soit tard le soir. Deuxième difficulté, les chaussures. J'avais le choix entre acheter des chaussures de rando ou un micro. Normalement, le son est clair. Troisième difficulté, 30 jours. Il peut s'en passer des choses en 30 jours, c'est extrêmement long. Enfin, quatrième difficulté, la météo. On est sur une montagne, la météo tourne vite, il va faire très chaud, il va faire très froid, il va y avoir du vent et de la pluie. Bon, salut à tous, le Notonnier, jour 1. Bilan physique. Physiquement, je suis au top pour le moment. J'ai pas de courbature nulle part. On verra ce qu'il en est demain. Mentalement, ça va super bien. J'ai hâte de commencer cette expérience. Je vous avoue que je sais pas exactement comment je vais encaisser environ 1h20. Je vous tiendrai au courant de ça aussi. Qu'est-ce qui me fait peur à l'heure actuelle ? La nuit. Il est assez tard parce que je viens ici en sortant du taf. Donc j'ai peur que la nuit tombe très très vite. Et j'aimerais au moins avoir posé le rocher en haut de la montagne avant la nuit. Au moins sur ce premier voyage, le temps que je vois le chemin et que je m'y habitue. Je sais pas trop à quoi m'attendre, donc j'ai pas pris un rocher non plus. Enfin, il pèse quand même son poids. Je vous le montre entièrement. Hop. Oh non, j'ai l'impression qu'il va pas tarder à pleuvoir. Ce serait très très mauvais que mon premier jour se soit déjà sous la pluie. Bon, je viens de grimper pour la première fois la première montée. Les gars, c'est extrêmement dur. J'ai sous-estimé le projet, je pense. C'est lourd, en fait. C'est très très lourd. Je pèse un âne mort. J'avance 2 fois moins vite que ce que j'avais prévu. Enfin bon, on a déjà passé un bon tiers là. Je vous tiens au courant. Est-ce qu'on ne donnerait pas un an de cailloux à chaque caillou ? Bien sûr que non, parce qu'en fait c'est une classe de 30. À une main, comme ça, c'est intenable. Donc souvent je fais comme ça. Je vous fais quelques pauses. Ceci dit, ça commence à tirer au niveau des bras et des trapèzes. Donc à voir comment je tiens sur le long terme. Je vous laisse là, la pluie arrive. Il fallait que je me tape la pluie le premier jour. Allez, on y repart. Bon,
Je suis arrivé en haut, mine de rien. Alors, le dernier tiers, on a eu pas mal de péripéties. Déjà, il a plu. L'averse est passée là, j'ai pu vous filmer là-haut, mais j'ai pris un petit peu la pluie sur la gueule. Alors, rien de méchant, mais mentalement ça aide pas quoi. Mentalement ça aide pas, surtout que le dernier tiers, il est bien plus corsé. Hein. Donc, le plus dur, je pense que c'est dans ce premier jour, ça a été de me dire, je sais pas exactement quand j'arrive. J'ai pas de repère, donc je pouvais grimper à l'infini parce qu'on voit pas grand chose sur le flanc. Ça se fait, ça se fait. Hâte de voir les 30 jours. Je vais aussi vous faire part de une expérience que j'ai vécue sur le trajet. J'ai eu un moment où j'étais complètement absorbé par la tâche. Donc à voir si ça se répète souvent et si au final je trouve pas mon bonheur dans cet état et dans la répétition de cette tâche. Je vous dis à demain. Bon, neutonnier jour 2. Physiquement, j'ai quelques courbatures musculaires au trapèze. Donc ça va aller. Je pense que c'est juste le temps que mon corps s'habitue. Par contre, j'ai des douleurs au niveau des tendons à chaque avant-bras. Donc ça, c'est à surveiller sur le long terme. J'espère que c'est juste temporaire et que c'est parce que mon corps il a pris une claque hier. Mais on verra. Au niveau des jambes, rien du tout les gars. Rien du tout. Donc les jambes elles sont fraîches, on va pouvoir remonter. Bon les gars, on est arrivé à mi-parcours. Je pense que j'ai énormément appris des erreurs de la veille, donc je me suis pas trop fatigué, c'est ma première vraie pause. Je vais prendre un peu d'eau et repartir. Je me dépêche parce qu'en fait le soleil il est en train de tomber. Je pense que ça se voit pas tant que ça la luminosité, mais il est là. Donc il faudrait que j'arrive en haut avant la nuit noire parce que sinon je pense que je me fais une cheville sur la redescente et que l'expérience s'arrête ici. Ok, jour 2, on est arrivé tout là-haut. Par contre, je suis bien plus plongé dans ma tâche que hier. Parce que hier, j'étais bien plus vigilant, j'étais là, est-ce que je vais pas glisser en marchant sur ça? Combien de temps il reste? Là, le fait que je connaissais plus ou moins le trajet, ça a aidé franchement mentalement à se concentrer juste sur la tâche. Et j'ai pas eu trop de perte d'attention, j'étais bien avec mon caillou, mes pensées. On se retrouve demain. Neutonnier jour 5. On est en haut. Il a fait très très chaud aujourd'hui encore. Donc ça colle. Je suis un petit peu fatigué. Physiquement ça va. J'ai récupéré partout. J'ai plus mal au trapèze. J'ai plus mal aux avant-bras. Les jambes ça va aussi. En fait c'est plutôt mentalement que ça a été compliqué. Je commence à me dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée cette expérience? Est-ce que je vais pas au-delà de ce que l'être humain peut encaisser mentalement? Point positif quand même. J'avais une pierre qui était très agréable. Alors je pense que cette phrase n'a pas été redite depuis la préhistoire, hein, mais j'avais vraiment une pierre qui était parfaite. Neutonnier jour 7, on est arrivé au sommet. C'est de plus en plus spécial comme expérience. J'aimerais parler d'un moment que j'arrive pas à filmer parce qu'il y a toujours du monde, mais qui est celui où je dépose la pierre. Arrivé au sommet, je goûte enfin à une liberté qui est éphémère parce que le lendemain je vais devoir recommencer, mais sur le coup elle est pleine, elle est complète. Et ça fait extrêmement de bien. C'est comme si la pression que j'avais portée sur moi redescendait tout d'un coup et que cette pression, elle éjectait mes pensées qui survolaient. Et à ce moment-là, en fait, je gratte. Je gratte comme pas possible parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête et je me sens vraiment libre. Peut-être qu'à l'échelle de la planète, ce que je fais, ça sert à rien. Peut-être que je monte mon caillou en vain et que même à l'échelle du pic Saint-Loup, ça sert à rien. C'est vain. Mais à l'échelle de mes journées, il y a un avant et un après pic Saint-Loup. Il y a un avant et après Pierre sur le pic Saint-Loup. Donc, même quelque chose qui n'a pas de sens initialement, ça peut rythmer vos vies et ça peut totalement les changer. Parce que à ce moment précis, ma vie elle est différente de quand j'escaladais le pic avec la pierre. Et elle est même différente de comment je faisais avant d'être au pic Saint-Loup et de comment ma journée s'est passée. Et c'est vraiment dans la répétition de l'expérience que tout prend son sens.
parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir des automatismes. Pour prendre la métaphore de celui qui est à l'usine, je commence à connaître exactement comment je dois placer tel ou tel produit. Et en fait, je sais exactement comment positionner mes pieds, comment faire monter ma pierre, comment ça va grimper, quelle est l'intensité de cette côte. Et il n'y a que des automatismes. Alors, il y a des moments où je perds la notion du temps. Et au milieu de cette perte de notion du temps, il y a une espèce de connexion à soi, une espèce de connexion au monde qui arrive malgré soi parce que en fait, le corps est tellement pris dans l'effort que l'esprit, lui, est totalement libre et capable de pouvoir filer à son gré. C'était le notonnier. Il nous reste encore 23 jours ensemble sur cette montagne. Je vous tiens au courant. Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut en dire. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurdité est une passion, la plus déchirante de toutes. Mais savoir si l'on peut vivre avec ses passions, savoir si l'on peut accepter leur loi profonde qui est de brûler le cœur que dans le même temps elles exaltent, voilà toute la question. À propos de la constance des choses. En fait, il y a un truc qui est intéressant dans cette expérience et que Sisyphe a peut-être pas eu. Mon rocher, je suis condamné à ce qu'il soit différent tous les jours. Ah ouais, je vais pas balancer le rocher une fois qu'il est en haut sur des gens. Et en étant condamné à changer le rocher, je suis condamné à impacter la constante, à changer la constante tous les jours. En introduisant un bref changement, l'expérience n'est pas la même. Tous les jours, j'ai pas la même expérience, j'ai pas les mêmes ressentis, j'ai pas les mêmes pensées. Et tous les jours, j'ai l'impression d'avancer dans une constante. Dans une constante, dans une forme de constante, parce que, évidemment, tout n'est pas 100% constant. Mais le mouvement dans la constante, c'est lutter contre l'absurde. Je crois que je commence à comprendre un petit peu ce que Sisyphe vivait avec son rocher. Qu'est-ce que l'absurde ? Je vais baser ma réponse sur l'absurde camusien, qui est une très bonne ébauche de l'absurde. Camus définit l'absurde comme l'écart apparaissant en comparant deux entités. Je m'explique. Il n'est pas absurde de comparer deux athlètes entre eux. Qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi, la question se pose. Mais si je posais la question, qui est le meilleur entre Ronaldo et une Clio 4 ? Là, la question devient absurde, car l'écart entre ces deux entités est énorme. Il est impossible de les mettre sur la même échelle. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la tâche de Sisyphe est absurde ? L'incapacité de Sisyphe de réussir sa tâche de manière définitive. Il est condamné par essence à l'infini, à l'inachevé. Mais Sisyphe ne renonce pas. Il pousse son rocher, sa réponse à l'absurde, c'est la lutte. Camus n'a pas fourni de manuel du ressentiment de l'absurde, et ceci pour une bonne raison. L'être humain ne ressent l'absurde qu'en de très rares occasions. On y pense souvent en amont ou en aval, en se disant « mais pourquoi je ferais ça ?» ou « pourquoi j'ai fait ça ?» Mais le « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» a dû nous arriver très peu de fois. Et bien heureusement, car ressentir l'absurde, au plus profond de soi, c'est dévastateur. Le sentiment de l'absurde n'est pas pour autant la notion de l'absurde. Il la fonde. Un point, c'est tout. Il ne s'y résume pas, sinon le court instant où il porte son jugement sur l'univers. Il lui reste ensuite à aller plus loin. Il est vivant, c'est-à-dire qu'il doit mourir ou retentir plus avant. Mais maintenant que l'absurde est défini, il reste une question à résoudre. Qu'est-ce qui fait tenir Sisyphe ? Jour 19. À la base, j'ai commencé cette aventure dans le but de poser une définition sur l'absurde, une définition que je ressente au bout de moi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et pourtant, il reste une autre quête. Il reste la quête de comprendre comment Sisyphe tient. Et je vais vous faire une confession, j'en ai aucune putain d'idée. Moi, je suis à bout. Je vais être sincère avec vous, les gars, je suis à bout. J'ai envie de tout arrêter. Je trouve pas de sens.
C'est extrêmement dur. Aujourd'hui, j'ai baissé la tête et j'ai fait mes pas. Mais tout en moi criait arrête. Arrête, ça sert à rien. Donc je sais pas si je vais pouvoir continuer. Comment si je vais faire ? Le problème par rapport à cette quête, c'est que autant dans l'absurde je pouvais avancer petit à petit, autant là j'en ai aucune idée. Et la seule manière de me rendre compte de comment Sisyphe a fait, c'est de réussir à le faire moi-même. Il nous reste 11 jours. Bah, j'espère que je vais trouver une solution. Notonnier, jour 26. Je pense que la montagne elle cherche à me faire craquer. Là c'est le sommet en théorie, on le voit pas du tout, c'est complètement pris dans la brume. Bon, il pleut, donc elle pense qu'elle va être meilleure que moi, mais j'ai anticipé les gars, je suis en maillot de bain. Ça va être la plus dure montée ever, mais je vous le jure, on va pas craquer, on va aller jusqu'au bout. Bon les gars, on a fait le mi-parcours, c'est extrêmement dur, mais en fait, elle peut tout m'envoyer cette montagne. Envoie-moi plus de pluie, envoie-moi plus de vent, ça m'empêchera pas de monter. Envoie-moi même des éclairs si ça te chante mon gars. Les gars, on va la monter cette montagne, il me reste 5 jours, en comptant celui-là. 5 jours ça va le faire. On va grimper. Et j'ai une petite pensée à toi qui est au chaud en train de regarder cette vidéo. Like, commente, envoie-moi de la force comme tu peux. Je sais pas contre qui Sisyphe veut gagner, si c'est contre la montagne, si c'est contre les dieux. Mais le fait est que perdre une seule fois, ce serait rendre tout son parcours insensé. Alors que continuer de gagner jusqu'au bout, ça donne du sens à ce qu'il fait, et c'est pour ça qu'il tient. Malgré toutes ces péripéties, je suis arrivé au bout de l'expérience. C'était une aventure qui m'a profondément changé. Elle m'a poussé dans des recoins de ma personnalité encore inconnus, mais je suis fier de ma lutte. De mon obstination, je pense avoir compris comment faire face à l'absurde. Il existe 2 moyens de se tirer de l'absurde. Le premier, c'est le suicide. Choisir d'emporter l'absurde avec soi dans la tombe. Il n'existe alors plus d'écart si une entité disparaît. Alors, entendons-nous bien, je ne vous encourage pas dans cette voie, mais je me devais de la mentionner. La seconde, c'est la lutte. Je ne vous parle pas ici d'une lutte avec un espoir de l'emporter face à l'absurde. Je vous parle de lutter en sachant pertinemment que vous perdrez, mais qu'il vaut mieux mourir en luttant qu'à genoux. Le sens réside dans le mouvement, dans le maintien de cet élan vital. Quand l'entropie diminue, l'âme meurt à petit feu. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Stat total de ce défi pour voir à quel point, en faisant des petites choses tous les jours, ça peut aboutir à un résultat colossal. Déjà, le dernier jour, j'ai pesé mes cailloux. Ils sont entre 10,5 kg pour le plus léger contre 20,9 pour le plus lourd. Ouais, j'ai monté une balance le dernier jour. Bref, sur les 30 jours cumulés, ça représente une Fiat 500. J'ai marché un total de 210 km, ce qui fait la distance Toulouse-Montpellier. Tout ça sur un dénivelé de 500 mètres, ce qui nous fait 1,7 fois l'Everest. Récapitulons. J'ai porté une Fiat 500 sur mes épaules de Toulouse à Montpellier sur une hauteur de 1,7 fois l'Everest. Ok, là, on discute. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce voyage et soutenu. Merci à tous ceux qui ont fait l'ascension avec moi et merci à tous ceux que j'ai croisés sur la route et avec qui j'ai pu discuter.
Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à donner des idées de mythes faisables. Je veux pas en entendre un dans les commentaires qui me dit Oedipe, ma maman n'est pas d'accord. C'était le Notonnier, vous êtes arrivé à quai.